ce qui s'est passé le 9 février, c'était prévisible. On savait bien que ça va se passer. Et en tant que directeur des droits de l'homme, j'ai fait le compte des victimes des corps à Ashraf en 2009, et j'ai fait le compte aussi dans les événements d'avril 2011, et on savait bien que ça va se reproduire. Et croyez-moi, messieurs, mesdames, que ça va encore se reproduire, et très prochainement. Les Nations Unies le savent. Parce que le plan, vraiment, de ce qui se passe, c'est fait entre Téhéran et Bagdad. Et le plan, il s'agit de détruire la structure de l'organisation. Et comment détruire cette structure? Il faut viser le leadership. Donc, ça va se reproduire. Et le vrai objectif, c'est d'arrêter les leaders. Ça, l'UNAMI le sait. Le secrétariat des Nations Unies le sait. Et pour camoufler les choses, nous avons produit ce mémorandum, ce protocole d'entente entre les Nations Unies et le gouvernement irakien. Et ceux qui lisent ce protocole, ils vont tout de suite réaliser que ce protocole n'a aucune valeur. Les juristes le savent bien qu'un traité, un accord, un document de pareil, qui est produit sous l'effet de menaces, non seulement une menace physique, mais c'est une menace armée et qui a été mise en œuvre 2 fois. Et maintenant, c'est la 3e fois qu'elle a été mise en œuvre. Cette menace, sous cette menace, on a produit ce document. Et les gens qui sont familiers des conventions de Vienne de 1969 savent très bien qu'un accord conclu sous pression et menace pareille n'a aucune valeur. Donc, il est temps de dire qu'aux Nations Unies, il ne faut pas nous produire ce document parce qu'il n'a aucune valeur. Nous demandons au secrétariat des Nations Unies, tout d'abord, de déclarer que ce document n'a aucune valeur, mais aussi de demander des comptes à des gens qui ont produit un programme pareil, sachant qu'il va aboutir à éventuellement l'anéantissement des résidents du camp de Liberté. Vous savez, le 9 février, nous avons lu la déclaration de l'UNAMI, la mission des Nations Unies en Irak, qui a référé à des explosions au camp Liberté. C'est un langage bien choisi, des explosions. On n'a pas parlé d'une attaque, on a parlé des explosions. C'est-à-dire qu'on est en train d'orienter, si jamais il y aura investigation, on est en train d'orienter, de dire qu'il y a des explosions dans le camp. C'est-à-dire que ça n'a rien à faire avec les Irakiens. Ça, c'est la déclaration de l'UNAMI. Et le même jour, il y a eu aussi une déclaration de l'ambassadeur de l'Allemagne à Bagdad. Et comme vous le savez, l'ambassadeur d'Allemagne à Bagdad est Madame Kobler. Alors,
Madame Kobler se félicite que le gouvernement irakien a décidé de clarifier ce qui s'est passé au camp de Liberté. Clarifier, c'est-à-dire que, dans un sens, on sait très bien que l'événement a été préparé, l'attaque a eu lieu, et maintenant, elle se félicite qu'il y aura des clarifications. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit que nous demandons aussi aux leaders du camp de Liberté de laisser ces gens, de laisser les habitants libres, de leur donner leur liberté totale. Là aussi, c'est grave parce que on est en train de demander au gouvernement irakien d'intervenir dans le camp pour interpeller, pour arrêter les leaders du camp. Ça, c'est très grave. Quand j'étais à Bagdad, j'ai travaillé avec toutes les missions diplomatiques sur la question de faire un recensement, combien de gens on peut envoyer à l'extérieur pour être accueillis. Donc, les pays d'accueil traditionnels sont connus, c'est les Européens, l'Amérique, l'Australie, le Canada. Et entre tous ces pays d'accueil, croyez-moi qu'il n'y a pas un nombre significatif de possibilités d'accueil. Et si je me rappelle bien, on a bien compté une quarantaine. Bon, je pense que parmi ces quarantaines, il y a déjà 7 qui sont partis. Il y a peut-être 33 qui restent et qui éventuellement vont partir. Mais est-ce que ça va résoudre la question d'Ashraf? Non, ça ne va pas résoudre. Et aussi pourquoi l'UNHCR ne veut pas terminer sa procédure? C'est parce que si jamais ils octroient ce statut, ils auront des obligations financières et aussi morales de protéger. Le HCR ne veut pas terminer sa procédure, il la prolonge. Ils vont la prolonger jusqu'à un temps indéterminé pour qu'il n'y ait pas de protection et aussi pour qu'il n'y ait pas de management. Parce que une fois reconnu un camp de réfugiés, il sera géré par les Nations Unies eux-mêmes. Vous savez très bien que l'Union européenne dépense en Irak 3 milliards. Avec tout cet argent, l'Union européenne ne peut pas dire un mot au Premier ministre Maliki pour l'interpeller sur ce qui se passe sur le plan des droits de l'homme en général et la question d'Ashraf en particulier. Comme plusieurs intervenants qui sont venus avant, vous savez que je suis un ancien combattant puisque ça fait près de 15 ans, plus de 10 ans, que je suis à vos côtés et que j'ai pu voir à la fois des grands moments et des moments de déprime. D'ailleurs, aujourd'hui, on est plutôt dans un moment triste, dans lequel il faut prendre des décisions rapides pour sauver des gens qui risquent, au moment où on parle, d'être tués. Il est soutenu, l'homme qui a vocation à participer en Iran, et bien entendu, en attendant ce moment, à court terme, il faut éviter l'irrémédiable. À court terme, il s'agit d'obtenir que les gens de Liberty soient protégés. Bien entendu, comme vous le souhaitez, nous demanderons le transfert des gens de Liberty, le retransfert vers Ashraf. Bien entendu aussi, comme il a été suggéré, je crois qu'il faut que nous intervenions fort, très fort, à l'égard de l'ONU, de façon à ce qu'elle remplisse ses devoirs, et à l'égard du gouvernement français, qui ne doit, bien entendu, pas négliger toutes les obligations qu'il a dans votre affaire. Le terrorisme, il est global, et d'ailleurs,
l'expérience montre que toutes les organisations terroristes ont des ramifications entre elles. Elles n'ont d'ailleurs pas seulement des ramifications entre elles, elles ont aussi des ramifications avec les milieux de la grande criminalité. Eh bien, moi, je propose, et c'est une chose très simple à faire, il faudrait que des instructions soient données aux services de sécurité français, en l'occurrence, de cesser d'avoir des relations avec le VEVAC. Ça, c'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'aller dans l'Assemblée, il n'y a même pas besoin de prendre un décret ou un arrêté, et quand on regarde les conditions dans lesquelles il y a exactement, presque exactement maintenant, 10 ans, à la fois le gouvernement américain et le gouvernement français, qui se sont livrés aux mêmes turpitudes, ont pu composer avec le régime iranien. Comment ces services se sont entendus avec le VEVAC pour aboutir à cette double agression contre l'OMPI et le CNRI,